Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Camille Puech, donc je suis CEO de Cali Social. Nous, notre métier, c'est d'accompagner les organisations sur tous les enjeux liés aux risques psychosociaux, à la qualité de vie au travail. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je fais ce métier et je suis aujourd'hui accompagné de Nathalène Veil de LHH. Bonjour, Nathalène Levieille, donc directrice de projet au sein du cabinet LHH et en charge des sujets autour de la qualité de vie au travail et l'organisation. Merci Nathalène. Aujourd'hui, on a voulu prendre la parole sur la question des réorganisations parce que le contexte économique actuel l'impose. On a pensé opportun de prendre le temps d'expliquer un petit peu comment la crise du Covid, ses incidences, les incidences du confinement, du déconfinement, etc., va se répercuter d'abord sur l'économie, de voir, et d'ailleurs je vais en profiter pour euh, non pas partager mon écran, mais mettre les supports qu'on a prévus, parce qu'on a prévu un certain nombre de supports. S'il s'affiche, voilà, super. Super. J'espère que tout le monde nous entend correctement. J'ai pas posé la question. J'ai pas demandé également si les planches s'étaient bien affichées pour tous, hein. Je vois qu'il y a pas mal de gens de connectés. Euh, N'hésitez pas à nous prévenir s'il y a des bugs ou si ça ne fonctionne pas. Oui, donc ce que je disais, c'est que et ben voilà, j'ai perdu mon support. Voilà. Ce que je disais, c'est qu'on voulait parler de l'impact de cette situation, revenir dessus, et puis voir un petit peu où on en est, parce que les chiffres bougent. Donc, on a fait l'exercice de regarder les chiffres officiels jusqu'à hier pour que vraiment on soit au clair sur un terme de chiffres, parce que ça va dans tous les sens, vous en conviendrez. De parler un petit peu aussi du cadre réglementaire, parce que c'est un point qui est important. Évidemment, on le connaît tous, le code du travail sur les risques psychosociaux, mais c'est spécifique et il fallait en parler. On a prévu de parler de la spécificité de la situation sur les réorganisations, là, en termes de risques psychosociaux, j'entends. Et puis après, de parler de nous des guidelines qui nous paraissent les plus importantes en matière d'anticipation de l'impact de l'impact psychosocial des réorganisations à venir et terminer sur un plan d'action, une proposition de plan d'action, plutôt d'action de comment faire de la préparation d'une réorganisation jusqu'à la fin du projet. Voilà, donc on a prévu de passer une heure ensemble. Il y a dans cette heure, on a prévu également au moins 10 minutes de questions-réponses. Donc, ce sera les 10 dernières minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. On répondra pas forcément parce que on va être dans la dynamique et qu'on n'aura pas forcément le temps d'analyser les questions, les réponses. En revanche, on n'est pas tout seul, Nathalène et moi, parce qu'il y a Hélène qui est que vous ne voyez pas, mais qui est là et qui est là justement pour récupérer les questions, nous les transmettre pour qu'on puisse apporter toutes les réponses euh, aux questions qui auront été posées. Il y a une première question, je les vois quand même, mais je vais essayer de me focaliser sur le contenu qui est prévu. Euh, les supports seront téléchargeables à l'issue du webinaire. Donc, vous pourrez récupérer tous les supports. D'ailleurs, Nathalène comme moi avons laissé un certain nombre de textes sur certaines planches pour étayer les propos, pour que vous puissiez également les reprendre si besoin. Au-delà des supports, le webinaire est enregistré et il sera disponible en rediffusion derrière. Donc, vous pouvez très bien revenir sur nos propos, regarder ce qu'on a dit, etc. Il n'y a aucune difficulté. Et puis, si jamais ça suffit pas, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous et de manière à ce qu'on puisse avancer spécifiquement. Nathalène comme moi serions très heureux de pouvoir aller un petit peu plus loin, étayer et discuter de ces sujets qui sont un peu complexe, un peu sensible, mais ô combien important, ô combien important. Voilà. Bah, écoutez, on
va passer 60 minutes ensemble, enfin 55 maintenant. C'est parti. Je crois que c'est moi qui commence. En plus, Nathalène, on s'est organisé avec Nathalène. Il faut savoir que elle, comme moi, avons cette expertise. Enfin, on est des experts, c'est un grand terme, mais sur la question des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail et a fortiori dans la thématique sur les projets de restructuration, de réorganisation. Et donc, on s'est organisé pour évoquer différents sujets avec nos appétences respectives. Voilà. Alors, pour commencer, je pense qu'il est important de refaire le point sur le Covid à date. Donc, ce sont les chiffres d'hier, Santé publique France. Tout ce qu'il y a de plus officiel en France sur le sujet. Dans le monde, on est à plus de 10 millions de cas confirmés. On est à plus de 500 000 morts depuis malheureusement un demi-million de morts depuis il y a quelques jours. Et en France, on devrait atteindre on n'est pas à 30 000 morts, on est en dessous de 30 000 morts. Mais ce sont les derniers chiffres. C'est le travail des journalistes de les mettre en avant. Donc c'est pas mon propos, mais je pense que c'était important que on soit certain d'avoir les bons chiffres à date. Donc ça, c'est Santé publique France d'hier. Alors, pourquoi, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est quels sont les impacts de ces situations. Moi, je vais parler de deux impacts. Alors, je vais en parler de manière synthétique. On va revenir dessus derrière. Mais le premier impact, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impact en termes de troubles psychosociaux. Et j'avais envie je vais pas rentrer dans le détail et je vais faire simple. Et ce que je dis, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Je récupère les travaux de l'INRS, de l'ANACT, de IRES, qui est un organisme qui a publié un rapport en 2009 au niveau européen. IRES, ça veut simplement dire Health in Restructuring, santé en réorganisation. Et partout, on va retrouver les mêmes choses. C'est des principes très très simples qui vont, vous allez voir, font sens. Il y a trois facteurs de risque psychologique qui sont induits par cette situation. L'incertitude. L'incertitude parce que le fait d'avoir les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure aussi importants, j'essaie de bouger sur les slides en même temps. Voilà, ces chiffres que j'ai évoqués ici, évidemment, a provoqué énormément d'incertitudes pour tout le monde. Donc l'incertitude, le changement, on l'a tous vécu, le basculement vers le chômage partiel, le confinement, le déconfinement. On a, je pense, traversé la phase où on a connu les changements les plus forts depuis au moins les 20-30 dernières années. C'est sans précédent. Avoir un changement qui allait impacter autant la vie des gens de manière massive. C'est un facteur de risque psychologique. Et le dernier, c'est la confrontation à la mort, auquel on a tous été exposés. Même si aujourd'hui la situation est beaucoup plus raisonnée, qu'on est en maîtrise de la situation, en fait en France, hein, parce que les chiffres que je présentais ici, c'est au niveau mondial, mais dans le monde, en fait, il y a différents pays et la gestion de cette crise n'avance pas du tout au même rythme, autant en France. Et d'ailleurs, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a eu un article dans les Échos lundi qui disait justement que Santé publique France ne voyait pas de deuxième vague arriver en France. Voilà, ce qui n'est pas le cas au Brésil ou dans d'autres pays. Il y a eu encore Lisbonne qui a été confinée hier, reconfinée hier. Bref, en tout cas en France, la Santé publique France a communiqué officiellement sur le fait qu'il ne voyait pas de seconde vague revenir. Et ça, c'est intéressant. Mais cette confrontation à la mort, on y a tous fait face. Même si aujourd'hui on est raisonné, il y a quelque temps, on se demandait vraiment de quoi l'avenir serait fait. Et voilà, ces trois éléments-là qui sont intrinsèquement liés à cette situation, et ben en fait, ont des troubles directs associés. Les troubles directs associés, c'est simple, c'est incertitude égale anxiété. Dès qu'on a de l'incertitude sur l'avenir, ça a pour effet d'augmenter les tendances anxieuses des individus.
Le changement, c'est le stress. Le changement, c'est la perte des repères. Et le stress, pour rappel, c'est la définition du stress, c'est lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception des moyens que l'on a et la perception des objectifs à atteindre que l'on a. Donc, changement, perte des repères. Donc, on a une perception de moins de moyens et on a une perception de plus d'objectifs. Donc, stress. Voilà. Et la confrontation à la mort, bah, le trouble associé direct face à ce facteur de risque, c'est le traumatisme psychique. C'est le principe du traumatisme, en fait. Le traumatisme se déclenche à partir du moment où l'on est confronté à la mort. Alors là, on n'a pas eu la confrontation à la mort liée à un accident grave ou à une situation très proche. On a une confrontation assez différente, assez globale, donc c'est très particulier. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, d'autres en cours et d'autres à venir, parce que c'est sans précédent, parce qu'on ne sait pas caractériser. Celui qui dit oui, oui, ça va se passer comme ça, il a pas d'éléments pour justifier son analyse. Donc, il va falloir beaucoup étudier l'impact traumatique qu'une situation comme celle-ci va réellement provoquer. Ce sera forcément différent, mais ce dont on est certain, c'est que confrontation à la mort égale traumatisme psychique. Donc ça, c'est tout ça pour dire très simplement que cette crise, ces événements ont généré 3 facteurs de risque psychologique qui sont associés à des troubles psychosociaux assez simples, assez basiques, j'ai envie de dire, anxiété, stress et traumatisme psychique. Après, il y en a eu d'autres, je ne vais pas rentrer dedans parce que confinement, déconfinement, etc., ça a eu d'autres effets, l'isolement, l'équilibre pro-perso, et Nathalie en parlera mieux que moi tout à l'heure. Au-delà de ça, deuxième impact de la crise, évidemment, on est tous conscients, on est tous connectés et on a beaucoup de messages qui nous rappellent que la situation économique est pas rose. J'ai fait l'exercice de regarder les chiffres les plus récents. Les chiffres les plus récents, c'est l'INSEE qui les donne avec Eurostat. Et ce que dit l'INSEE, c'est que et puis le FMI aussi, hein, parce que l'évolution du PIB mondial, c'est le FMI qui l'a donné. On perdrait 5 points d'évolution du PIB au niveau mondial sur l'année 2020. La France est un peu plus touchée, 12,5 points de perte. Il faut savoir que 12,5, c'est la moyenne entre les prévisions actuelles avec une vague qui sont à moins 10 points et les prévisions avec une deuxième vague qui sont à moins 14,5 points. Et la moyenne des deux, ça fait moins 12,5. Donc ce chiffre n'a pas de valeur, on ne l'aura jamais. C'est soit on fait moins 10, soit on fait moins 15. Et pour l'instant, écoutez, on table sur pas de deuxième vague, donc plutôt moins 10% de PIB, mais on reste parmi les pays les plus touchés au monde. Hein. Les pays les plus touchés, ça va être devant nous, ça va être l'Espagne et l'Italie qui sont très très impactés. La Chine, à titre d'information, les derniers chiffres, la Chine s'attend à une croissance de 1%. Alors, l'année dernière, ils ont fait 6%. Il y avait la guerre commerciale avec les États-Unis qui a très très fortement contracté leur croissance, mais la Chine a un niveau de croissance très élevé. Donc là, ils vont rester en croissance, mais à 1% de croissance, ce qui est catastrophique pour leur économie. Nous, en France, on est à moins 10% de croissance. Deuxième élément intéressant d'un point de vue économique, le retour à la situation pré-Covid, donc le niveau de l'économie avant l'arrivée du Covid est attendu pour l'été 2022. Donc il y a une phase de reconstruction, qui est attendue pour un retour à la normale, sachant qu'il n'y aura pas de retour à la normale, hein, il y a un nouveau normal, voilà, qui est attendu pour l'été 2022. Le FMI a communiqué aussi sur le fait que c'était la pire crise depuis la Grande Dépression de 1930. Donc la crise de 2008, la crise financière de 2008 est plus faible que cette crise que l'on rencontre actuellement. Donc un impact économique malheureusement massif et considérable. Et donc, derrière, des conséquences qui sont certaines. On s'attend, je dis on, là pour le coup, on n'a pas des organisations comme le FMI, comme la Banque de France ou Eurostat ou l'INSEE qui communiquent dessus. C'est toujours des avis d'un ensemble d'experts. Donc, je fais toujours très attention à bien dissocier, mais là, c'est vrai que les faisceaux quand même
corde. On s'attend à une forte hausse des projets de réorganisation. Surtout, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, mais globalement, l'économie mondiale va rentrer dans une phase de réorganisation, dans une phase de restructuration, d'un changement du fonctionnement économique global et qui va se traduire par des projets de réorganisation au sein des entreprises. Deux, différentes de celles que l'on a connues parce que ES, parce que celles que l'on a connues avaient des raisons économiques qui variaient, qui dépendaient des stratégies, qui laissaient une certaine perspective. C'était assez lent finalement l'évolution de l'économie. Là, on a eu un pic économique massif, hein, donc différente, et avec une base de troubles psychosociaux latents parce que j'en ai parlé, le choc, le confinement, le déconfinement, tout ça génère des troubles psychosociaux et c'est pas du tout pareil, et Nathalie en parlera, de faire une restructuration sur la base d'une situation stable que de faire une réorganisation sur la base d'une situation instable. Et là, c'est ce qui nous attend. On va devoir faire des réorganisations. Les entreprises vont devoir faire, quand je dis on, c'est la communauté, la France, le monde. On va devoir faire des réorganisations avec une base de troubles psychosociaux latents et ça change les choses. J'avais quand même envie de donner des bonnes nouvelles parce que quand j'ai fait ces planches, je vous avoue que je me suis dit, oh là là, c'est quand même pas Jojo cette histoire, pardonnez-moi l'expression, et je me suis dit, il fallait quand même donner de l'optimisme. La première note positive, c'est que pendant très longtemps, on a discuté de la reprise économique en se demandant comment elle allait se faire. Alors, V, vous avez entendu les lettres, V, U, L. Bon, V, ça veut dire que ça remonte tout de suite. U, ça remonte, mais lentement. Et puis L, c'est que ça remonte très, très lentement. Voilà. Et puis, il y a encore une autre logique, c'est le W, c'est en cas de deuxième vague, deuxième crash économique mondial, où dans ces cas-là, on pique, on remonte et puis on redescend parce qu'on ne s'attendait pas à un nouveau. Aujourd'hui, on est sur une reprise économique en V, ce qui est extrêmement positif. Et on s'attend à 5 ou 6 points de croissance en 2021. Donc on perd 10 points cette année, mais on gagne 5-6 points. Alors, on ne va pas récupérer le modèle, mais en tout cas, il y a une reprise. Et ça, c'est confirmé par la reprise des investissements et de la confiance des ménages. Ça, c'est très important. Le moral est là. Le mois de juin était très, très bon d'un point de vue économique par rapport aux prévisions. Et c'est plutôt positif aussi, même si beaucoup d'économistes annoncent que c'est lié au fait que pour l'instant, on a été beaucoup sous perfusion économique, à savoir qu'il y a eu le chômage partiel qui a fait qu'on a pu maintenir nos salaires en fait pendant cette crise. Et la dernière nouvelle, c'est celle que j'avais annoncée tout à l'heure. L'article est très fait, c'était hier en fait. Pas de deuxième vague prévue en France, selon Santé publique France. Alors, ils peuvent se tromper, mais ils sont cités et l'article est daté, donc ce sera leur problème. Mais c'est quand même une bonne nouvelle et je voulais la partager aujourd'hui. Voilà. Nathalène, je te laisse la parole pour enchaîner. Merci. Après, il est important de partager avec vous quels ont été les impacts en termes de risques psychosociaux durant cette période-là de Covid-19, qui va expliquer après aussi tous nos principes et tout ce qu'on souhaitait partager avec vous autour des réorganisations et sur le fait que l'accompagnement de ces réorganisations sera forcément spécifique au regard de la période qu'on vient de vivre. On s'est retrouvé, et l'ensemble des collaborateurs salariés en France s'est retrouvé confronté à des contraintes inédites, inédites par quoi le fait, le contexte d'épidémie, non pas la nature de l'épidémie, même si effectivement la première chose on n'avait jamais été confronté à un confinement, à des questions effectivement qui ont dû être tout de suite activées sur comment on réfléchit les modes de fonctionnement, les modes de travail, que ça soit à distance ou en présentiel, pour faire face à l'enjeu primordial qui était la santé des collaborateurs. Là-dessus, donc ces contraintes inédites, elles ont forcément généré des troubles psychosociaux, ou en tout cas, elles ont pu en générer. Et la première contrainte qu'on a vu apparaître très rapidement au sein des organisations, c'est cette question de la charge émotionnelle, qui a été extrêmement importante. La première chose, parce qu'on a eu forcément une inquiétude, une incertitude sur l'évolution de l'épidémie, et ça s'est vraiment matérialisé. Ça se matérialise encore chez certains de nos clients. On en échangeait encore hier avec un client sur le fait qu'il a des collaborateurs qui ne souhaitent pas revenir sur site, qui sont inquiets de la reprise sur site, qui effectivement s'interrogent, se questionnent. Alors même si les santé publiques annoncent pas de deuxième vague, pour autant,
il faut un temps de réassurance de l'ensemble des collaborateurs. Et puis des craintes qui ont été pu exprimer lorsque l'activité a dû rester en présentiel sur effectivement quels sont les risques que j'encours. On a eu des verbatim très forts de collaborateurs qui nous ont dit est-ce que mon métier mérite que je mette ma santé en jeu. Ça a été au-delà de ça, chez certains de nos clients, c'est même les conjoints ou les membres de la famille des collaborateurs qui ont appelé en disant il n'est pas question que mon mari, ma femme, mon fils, mon frère viennent sur site et nous mettent tous en risque à la maison. Donc cette charge émotionnelle, elle a été extrêmement importante. Et puis, effectivement, très rapidement, pour certains, l'incertitude sur la pérennité de leur activité. On a eu de l'activité partielle qui a été mise en place. Il y a eu effectivement des chiffres qui ont été annoncés. Petit à petit, et là-dessus aussi, dans cette question de la charge émotionnelle, il ne faut pas oublier la notion de média qui était importante. Tous les soirs, il y avait le décompte, enfin, en tout cas, malheureusement, tous les soirs, la parole était prise pour dire combien il y avait de morts eu dans la journée, combien il y avait de personnes en réanimation. Et puis, au fur et à mesure de la crise, des informations sur l'impact économique que ça avait. Et effectivement, petit à petit, cette charge émotionnelle qui a été très forte. Une charge mentale renforcée, on a tous dû faire face à la réorganisation des activités et de la vie personnelle avec des contraintes auxquelles on avait rarement fait face, la gestion des enfants ou d'un proche à charge qui a été complexifiée, le fait de devoir effectivement en même temps gérer l'activité, les enfants à garder, les devoirs des enfants ou même la prise en charge d'un proche en soi malade ou fragile chez soi. Et puis effectivement la confrontation à la maladie et au deuil avec en plus des choses à prendre en compte au-delà du Covid, des personnes qui avaient peut-être des proches déjà gravement malades ou pour lesquels il y a eu un deuil qui n'était pas forcément lié au Covid, mais qui a eu des conséquences extrêmement importantes, notamment des conséquences de la possibilité d'être présent lors des enterrements et des choses qui ont effectivement fait une charge mentale renforcée avec des stress, de l'anxiété, voire, comme disait tout à l'heure très justement Camille des questions de dépression, enfin en tout cas de signaux de dépression. On a tous fait face à des multiplications des activités à coordonner, à le fait pour certains de devoir appréhender des outils, des nouveaux outils de travail. On est bien passé pour ceux qui ont été à distance, d'un télétravail parfois choisi à un télétravail subi, ce qui n'est pas le même télétravail. L'organisation a dû se faire, s'adapter. Et puis avec effectivement le fait de faire face à de l'urgence et de devoir parfois faire face à X calls dans la même journée, à ne pas se déconnecter. Et donc cette charge mentale qui est venue se renforcer. Et puis face à ça, c'est ce que disait très justement tout à l'heure Camille, c'est que le stress, c'est quand même une question d'équilibre entre les contraintes et les ressources dont on dispose. Pouvoir faire face effectivement par nos ressources à des contraintes qu'on peut avoir dans notre quotidien. Et là, effectivement, les ressources, elles ont été fragilisées. Alors, elles n'ont pas forcément disparu, mais elles ont été fragilisées, elles ont été réduites, ou en tout cas la perception qu'en ont eu certains collaborateurs, c'est qu'elles étaient réduites. Le temps d'isolement, alors on a essayé de compenser pour certaines organisations à travers des apéros via Teams, via Zoom, via autres, par rapport avec des cafés le matin, en tout cas le temps de convivialité des équipes et de collaboration dite informelle, c'est-à-dire la facilité d'avoir des échanges, a forcément été réduit. Et même pour ceux qui étaient sur place, puisque la machine à café, il a fallu la réduire pour pas qu'il y ait un risque de transmission, qu'il n'y ait pas de réunion de personnes dans des locaux fermés. Et par conséquent, on a effectivement ce facteur de rapport social qui est souvent ressource pour les collaborateurs a été réduit. Pour certains, même à la maison, la ressource de temps familiaux qui peut être important a pu être complexifiée avec des tensions au domicile, un cadre de travail qui a été chamboulé. On a tous effectivement dû réorganiser le temps de travail et parfois l'organisation au sein de la maison. Et puis, du coup, une articulation vie privée, vie professionnelle beaucoup plus poreuse. À titre d'exemple, on a quand même 58% des collaborateurs en France qui déclarent avoir effectivement eu leur journée beaucoup plus longue de travail pour ceux qui étaient à distance. Dans ce cadre-là, effectivement, et ce qui paraissait important, c'était de reparler de l'impact d'une réorganisation en termes de risque psychosocial. Ouais, et je vais en parler un petit peu parce que là-dessus, on a beaucoup de références sur le sujet. Ça fait déjà plusieurs années que les réorganisations ont lieu et sur lesquelles il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés. Les travaux principaux qui ont été menés, vraiment qui font référence en la matière, c'est le rapport IRES, Health in Restructuring, qui a été mené, qui a été transmis en 2009 au niveau européen. Qui
en fait, est venu par la démonstration scientifique expliquer ce qu'on a expliqué un petit peu plus tôt, à savoir restructuration égale augmentation des risques psychosociaux, par l'insécurité de l'emploi et du travail qu'elle occasionne, par la dégradation des rapports sociaux au travail qu'elle occasionne, par les conflits de valeurs qu'elle occasionne. Conflits de valeurs, perte de sens au travail, sentiment de travail inutile. Quand on vous annonce que votre usine ou votre entreprise n'existera plus demain, ou en tout cas on n'a plus besoin de vos services, évidemment que ça vient vous impacter votre identité et impacter le sens que vous donnez à votre travail. C'est un élément très important. Ça, c'était avant le Covid, hein, je le rappelle. Après, au-delà de ce que dit IRES, donc IRES dit restructuration égale risques psychosociaux. Le Code de travail dit risques psychosociaux égale responsabilité de l'employeur. Et il explique, il a une to-do list, hein, il a prévu une to-do list, le Code du travail, à destination des employeurs, en leur disant, ben voilà, vous avez un certain nombre d'actions à mener vis-à-vis des risques. Je ne vais pas revenir dessus. Article 4121 de 1 à 5, il y a 9 grands principes qui sont délivrés dans le deuxième sous-article de l'article 4121, qui sont plus ou moins clairs. Parfois moins clair que plus clair, mais qui explique globalement que on doit évaluer les risques, sensibiliser les collaborateurs sur l'existence de ces risques et leur donner les moyens de se protéger contre ces risques-là. C'est vraiment les trois grands pans de ce qui est demandé en termes d'action. Il y a deux éléments fondamentaux sur le sujet, c'est qu'il y a une obligation de résultat. Donc on ne demande pas à l'employeur de mettre en œuvre des actions, on demande à l'employeur d'avoir des résultats et de prouver des résultats. Et on lui dit que s'il n'y arrive pas, sa responsabilité pénale est engagée. La responsabilité pénale de l'employeur, on l'a vu récemment, le 23 ou 21 décembre 2019, avec la condamnation des dirigeants de France Télécom à de la prison ferme, à des amendes. Et ça faisait 10 ans que ce procès était en cours. C'était une première. Et aujourd'hui, ce que ces conclusions ont occasionné, c'est eh bien oui, l'organisation de travail que l'on met en place en France peut occasionner une dégradation de la santé des collaborateurs et sa responsabilité pénale peut effectivement être mise en cause et il y a des cas qui ont déjà rencontré cela et au plus haut niveau. Donc ça, c'est également ce qui existe déjà. Il y a plus d'autres cas qui intéressants d'observer. Le cas de la FNAC en 2012, condamné en cour de cassation. On leur a pas reproché de ne pas prévenir les risques psychosociaux. On leur a reproché de ne pas avoir suffisamment documenté les représentants du personnel sur l'évaluation et les mesures qui avaient été prises, pardonnez-moi, pour limiter les risques psychosociaux sur la santé des collaborateurs. Donc, au-delà de l'enjeu de prévenir les risques psychosociaux, il y a un enjeu de documentation juridique très très fort. Il faut informer les gens sur on est conscient qu'il y a un risque, voilà notre analyse, voilà ce qui va se passer et voilà ce qu'on a prévu pour éviter que ça vienne impacter votre santé. Ça, c'est ce qui ressort de la FNAC. Amazon, très récemment avec le Covid, qui a fermé ses entrepôts de logistique, pas parce qu'ils étaient condamnés, parce que, bref, ils avaient une forte épée de Damoclès, ils ont préféré ne pas travailler avant d'avoir une parfaite, avoir un dispositif de prévention des risques au global qui répondait aux demandes du juge, mais tout particulièrement, le juge insistait tout particulièrement sur les risques psychosociaux qui étaient considérés comme insuffisants dans leur évaluation des risques et dans les mesures qui avaient été mises en œuvre. Et je parle d'Areva et de Air France, et c'est pour ça aussi que je dis que la jurisprudence est raisonnée, parce qu'il y a aussi des cas qui montrent que ça marche
de prévenir les risques psychosociaux et que c'est pas perdu d'avance, c'est que chez Areva, donc Areva, grosse restructuration il y a quelques années, s'est fait attaquer pour une absence de prise en compte des risques psychosociaux et a gagné où finalement la direction des ressources humaines a su, avec les avocats, ils ont su démontrer qu'effectivement Areva avait mis un ensemble de moyens qui avaient vocation et qui avaient prouvé leur efficacité pour prévenir les risques psychosociaux. Et donc la partie adverse a perdu face à Areva sur ce sujet. Et on a eu la même situation chez Air France. Alors, pas lié à une restructuration, lié à un traumatisme psychique causé par 9/11, les Twin Towers, où en fait le salarié sollicitait la responsabilité d'Air France parce que il était traumatisé. Air France a démontré qu'elle avait mis tout en œuvre pour limiter son traumatisme et que lui n'avait pas suffisamment saisi toutes les mains tendues qui lui avaient été offertes et Air France a gagné par rapport à ça. Donc en synthèse, ce qui est important de retenir, projet de restructuration égale augmentation des risques psychosociaux, ça c'est connu, reconnu scientifiquement et juridiquement, et augmentation des risques psychosociaux égale plan de prévention ad hoc. Ça, c'est ma synthèse, mais il y a aussi le 18 juin dernier, donc c'est assez récent, hein, même pas 2 semaines, Liaison Sociale a publié un article suite à le tribunal des conflits, une décision du tribunal des conflits qui reconnaissait la compétence de la DIRECT pour contrôler les mesures de prévention prises en matière de risques psychosociaux. La conséquence, c'est que la DIRECT doit contrôler les mesures de prévention des risques psychosociaux avant de valider ou d'homologuer un PSE. Sinon, suspension du PSE, on l'a déjà vu. Et si avant, c'était la compétence du juge, aujourd'hui, c'est la compétence de la DIRECT de le faire directement. Donc, c'est elle qui va estimer si le plan de prévention des risques psychosociaux qui est mis en œuvre est suffisant et si elle homologue ou non le PSE. Donc, aujourd'hui, ça nous amène à réfléchir. Aujourd'hui, ça nous amène à réfléchir aux réorganisations de demain et l'impact sur les risques psychosociaux. Et le point qui nous paraissait déjà important à partager aujourd'hui, durant ce webinaire, c'est que on est bien là dans une superposition de changements. On le disait en introduction, pourquoi ces réorganisations vont devoir être menées différemment, ou en tout cas, pourquoi elles sont à prendre en compte le contexte actuel, c'est que on est bien dans un changement qui, quelle que soit la nature aujourd'hui de ce qui va être mené, va exiger de prendre en compte le vécu des collaborateurs et dans ce contexte, intégrer qu'il y a une base de troubles psychosociaux qui ne fera qu'augmenter le ressenti des collaborateurs. L'idée, c'est pas de dire effectivement est-ce que le projet de réorganisation est valable ou pas valable, c'est pas le sujet de remettre en cause l'adaptation de l'organisation. Beaucoup d'organisations doivent aujourd'hui s'adapter, quel que soit le canal juridique choisi, que ce soit plan de sauvegarde de l'emploi, que ce soit plan de départ volontaire, que ce soit accord de performance collective. On a une organisation qui va s'adapter et qui va faire qu'on ait une superposition des changements, puisque le changement lié au Covid n'est pas encore finalement stabilisé. Les personnes n'ont pas retrouvé des modes de fonctionnement encore. On parle beaucoup de l'après. Eh bien, effectivement, c'est en train de se construire. Et donc, on a besoin d'accompagner, de prendre en compte ce vécu dans la réflexion de la réorganisation et dans la mesure des risques psychosociaux qui vont être propres à la réorganisation. Ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement, la première chose, c'est bien sûr la mesure de l'impact de la crise sur les facteurs de risque psychosociaux. Et là, bien sûr, l'organisation, normalement, a dû mettre à jour, au regard de la crise, le document unique et de petit à petit repérer quels étaient les facteurs de risque qui avaient été amplifiés ou en tout cas quels étaient les facteurs de risque peut-être nouveaux qui étaient apparus avec cette crise pour leurs collaborateurs. Et ça, c'est un des points, on parlait tout à l'heure du rôle de la DIRECT, c'est un des premiers points que dans tout projet de réorganisation de demain, la DIRECT, elle va regarder ça. À quelle date, à quel moment ce document unique a été mis à jour. Mais au-delà de ça, de la mise à jour du document unique, et on le sait bien que ce document ne prend son importance et son sens qu'à partir du moment où il vit, c'est-à-dire que dans lequel il s'inscrit dans une veille, dans une vigilance, et que les facteurs de risque identifiés en avril, en mai, sont peut-être pas les mêmes en juin et juillet, notamment si il y a une réorganisation qui arrive. Et donc pour ça, c'est important aussi de mesurer les conséquences du changement Covid, mais aussi du changement de réorganisation,
et comment ça va impacter les collaborateurs et leur environnement de conditions de travail pour analyser les évolutions prévues et pour pouvoir identifier les risques à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir présenter un projet qui montre que la dimension humaine, elle a été prise en compte au même titre que la dimension stratégique, économique, et qui explique et qui à un moment donne du sens au projet. Derrière ça, c'est aussi pouvoir mesurer sur la dimension, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de charge mentale, d'incertitude, d'inquiétude sur l'avenir, possiblement de conflits de valeurs, comment ça va impacter les rapports sociaux, tous ces facteurs de risque qui sont possiblement source de troubles psychosociaux. Voilà. Pourquoi on dit ça? C'est qu'il faut effectivement comprendre l'environnement actuel des collaborateurs et on l'entend, c'est que l'environnement actuel n'est pas le même qu'il y a 3 mois, 6 mois et que déjà aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui même trouvent et expriment aujourd'hui des points positifs pour eux par rapport à certains changements de leur organisation de travail, la montée de leur autonomie, la mise en place de télétravail qu'ils ne connaissaient pas. Mais en tout cas, quelle est l'organisation actuelle et quel est le jour d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui sont les premiers accompagnements, quelle est la définition des nouveaux modes de fonctionnement, et puis quelles sont les craintes des collaborateurs, et puis le climat et l'état de santé, parce que même si certains évoquent effectivement avoir trouvé des points positifs dans leur organisation de travail liés au confinement ou même liés à cette période, beaucoup expriment une fatigue importante, une détresse psychologique, le besoin de retrouver. Je lisais un article l'autre jour qui s'appelle « Rendez-moi mon open space ». Effectivement, on a des collaborateurs qui expriment le besoin de retrouver leurs ressources, leur collectif de travail, leurs habitudes, même si effectivement, on sait bien qu'on ne reviendra pas dans le mode de fonctionnement comme on l'était avant. Dans la réorganisation, ce qui va être important aussi, c'est de qualifier la nature du changement. On ne va pas avoir les mêmes accompagnements et donc forcément, ça ne sera pas la même chose, les mêmes facteurs de risque qui sont concernés en fonction de la nature du changement. Lorsqu'on parle de fusion d'équipe, on va effectivement se concentrer sur des facteurs de risque qui vont être possiblement les rapports sociaux, les modes de procès, comment on va fonctionner demain. Est-ce qu'on a un risque de stress lié au je change de manager, un stress lié à est-ce que j'aurai pas un doublon, avec un de mes collègues, si on fusionne les équipes, est-ce que je vais pas faire le même rôle, quel sera mon rôle demain, quel est mon périmètre d'activité demain, quand on est sur des augmentations du temps de travail, effectivement, c'est tous les questionnements sur la question de mon équilibre vie professionnelle qui peuvent apparaître aussi sur la fatigue, sur la pénibilité du travail. Si on est sur des questions d'externalisation d'activité, ça veut dire quoi pour mon poste de demain? Voire, effectivement, pour certains, quand on parle de réorganisation, on peut parler effectivement de suppression de poste. Et là, on a effectivement tout le besoin d'accompagner les personnes dans leur futur, quel qu'il soit à l'interne ou à l'externe, en mobilité interne ou externe. Pourquoi identifier les risques générés? Parce que c'est comme ça qu'on pourra l'accompagner au mieux et que c'est bien sûr, c'est là ce que prenait tout à l'heure Camille Puech, c'est bien ce qui est demandé. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, on est dans de l'analyse de projection, c'est-à-dire qu'on anticipe, on se dit quels sont les risques auxquels vont être confrontés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la veille et on reviendra sur cette notion de veille. C'est essentiel et de suivi renforcé parce que au fur et à mesure d'un déploiement de projet, il faudra d'autant plus être attentif à est-ce que notre évaluation première a été bonne. Mais comme normalement, on devrait le faire de façon assez quotidienne ou en tout cas assez régulière avec le document unique. Bien sûr, là-dessus, il va falloir repérer les changements pour les collaborateurs en termes de risques physiques, en termes de risques psychosociaux. Est-ce qu'on a un risque d'isolement? Est-ce que on parle beaucoup des personnes, lorsqu'on parle de réorganisation, des personnes qui perdent leur emploi, et c'est essentiel, mais vous le savez, il y a une documentation spécifique pour ces personnes-là qui est le livre 1. Là, on a parlé des personnes qui s'en vont effectivement sur cette phase-là, comment on les accompagne, comment on les soutient psychologiquement, mais on parle aussi de ceux qui restent. L'IRES a beaucoup parlé du syndrome du survivant. Effectivement, il y a possiblement une culpabilité par rapport à les personnes, mes collègues qui s'en vont, mais il y a aussi une réalité, c'est que je vais moi-même vivre des changements. Et je rappelle que lorsqu'on parle des réorganisations de demain, eh bien, je suis déjà moi-même en train de vivre un changement parce que j'ai vécu l'épidémie et que possiblement, je suis déjà en train de rechercher déjà une stabilisation. Et là-dessus, on me rajoute et on a bien une concomitance de mon vécu des deux changements. Face à ça, et ça c'était important pour nous, c'était avant quelle est la priorité aujourd'hui du plan de prévention des risques psychosociaux, en tout cas des choses qu'il faut faire, c'est qu'une réorganisation, elle va forcément avoir des impondérables. On le dit tout à l'heure, on est en train de vivre un changement, enfin une réorganisation, elle va se vivre avec le fait qu'on est encore en train de chercher un équilibre post-confinement.
par conséquent, il y a quelque chose qui est important et pour lequel l'ensemble des études qui sont menées actuellement sur comment a été vécue la période de confinement, ou en tout cas comment a été vécue la période de crise, c'est la notion de la reconnaissance. Et on ne peut difficilement accompagner aujourd'hui une réorganisation sans prendre ce temps de reconnaissance de l'investissement et de l'effort des collaborateurs durant la période de crise. Notamment, et ça c'est d'autant plus clé que ça n'est pas parce que les personnes ont été possiblement en activité partielle qu'il n'y a pas eu leur sentiment pour eux d'avoir un besoin d'être reconnus dans les efforts qu'ils avaient pu faire. On a beaucoup parlé des personnes qui étaient sur site, notamment ceux qui, pour parler des métiers tels que les métiers de caissière, les métiers du soin, les métiers, et moi on en parlait encore récemment avec les personnes qui nous ont, enfin l'ensemble des services de mairie qui ont aussi assuré leur rôle. Mais effectivement, c'est ceux sur lesquels on a centré les efforts de reconnaissance. Et il ne faut pas oublier que ceux qui ont aussi été en télétravail à distance, la reconnaissance, mais aussi ceux qui ont été en activité partielle, ils ont besoin d'entendre qu'effectivement cet effort-là, cet investissement-là, il a été perçu. Autre chose qui est important, c'est que dans les impondérables avant tout projet de réorganisation et dans la suite du projet de réorganisation, ça sera le renforcement du soutien managérial. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que c'est une population qui a été fortement mobilisée, fortement sollicitée durant cette période de crise, et pour lesquels on va avoir besoin d'eux, et on va avoir d'autant plus besoin d'eux dans les réorganisations, parce que c'est eux qui sont en proximité des collaborateurs, c'est eux qui assurent souvent une veille, et qui sont en mesure d'avoir des remontées d'alerte au plus près. Et puis, la mise en place, et là je vais faire entre guillemets du 2 en 1, la mise en place d'une veille et du suivi renforcé qui ne pourra pas se faire sans le dialogue social, qui est la dernière des dimensions et qui est essentielle. Qui veut dire réorganisation, et dans cette situation et dans la nécessite qu'on ait un maintien et un renforcement du dialogue social, et donc qu'on ait une transparence auprès des CSCT, auprès des CSE si c'est dans une démarche CSE. En tout cas, qu'on ait une mise en place d'une veille et de suivi renforcé à laquelle chacun dans son périmètre d'action, que ce soit la direction, que ce soit le CSE ou le CSCT, que ce soit la RH, que ce soit les managers, ait son rôle défini. Mais en tout cas, il faut être dans la transparence de effectivement les facteurs de risque. Il y en a. Effectivement, il y aura besoin d'accompagner et qu'il y aura surtout besoin de renforcer le suivi pour être en mesure d'accompagner constamment le plan d'action. Pour ça, quand on dit questionner pour agir, forcément, tout projet de réorganisation devra permettre de questionner les différentes dimensions qui sont affichées, que ce soit la stratégie. Attention, le risque en termes de facteurs de risque psychosociaux, c'est la perte de sens face à une stratégie. On ne comprend pas, on ne sait pas où on va. Tout ce qui est la dimension de la culture de l'entreprise, de la structure, la dimension de conflit de valeurs peut apparaître dans ces moments-là. On a toute la question des collaborateurs et du style de management, et ça, c'est toute la dimension rapports sociaux, avec en point de vigilance, c'est qu'on a, je le rappelle, une relation extrêmement affective dans les collectifs de travail, souvent en France. Alors, si je le fais de façon caricaturale, et vous m'en excuserez, c'est un peu caricatural, globalement, vous avez des collaborateurs qui peuvent vous dire, manager, il m'aime ou il m'aime pas, ou vous dire qu'ils veulent bien faire cette tâche-là parce que ils aiment bien la personne, mais ils ne souhaitent pas en faire une autre parce qu'ils n'aiment pas la personne qui leur demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est en projet de réorganisation, on vient fragiliser ce rapport social qui est souvent ressource face aux contraintes auxquelles ils sont confrontés. Et puis, les systèmes d'information, les outils d'informatique, tout ce qui peut être dans ces systèmes aussi de reconnaissance et d'animation, qui peuvent être très vite des irritants. Et l'important, c'est de disposer d'un plan d'accompagnement pragmatique et d'une maîtrise de ce risque qui soit renforcée. Et pour ça, je vais laisser Camille présenter. Et clôturer avec ça parce que nos retours d'expérience. Parce que effectivement, ce qu'exposait Nathalène, juste avant, on a lancé des sondages dans la partie, il y a un onglet sondage à côté de l'onglet chat, sont des sondages rapides pour avoir vraiment des analyses pas du tout scientifiques, mais juste des synthèses de ressentis des participants sur les questions de troubles psychosociaux, de réorganisation à venir. Donc, n'hésitez pas à répondre. Et comme ça, dès que tout le monde aura répondu ou en fin de session, les scores s'affichent automatiquement et ça nous permettra d'avoir une quick view de la perception des gens qui sont autour de cette table. Nathalie nous a parlé de la manière dont on devait anticiper, donc déjà la manière dont les risques apparaissaient, mais aussi la manière dont on pouvait les anticiper, l'impact
que ça pouvait avoir. Une fois qu'on a fait ce gros travail, qui est, je pense, le travail le plus important, qui est de comprendre d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va, et pour toutes les parties prenantes, eh ben, on peut rentrer dans la déclinaison d'un plan d'action, en fait, où on va pouvoir, par des actions, des mesures concrètes, appliquer la vision que l'on a de la manière dont on doit accompagner ce plan. Euh, j'ai fait un graphique, vous avez plusieurs grandes étapes. J'ai tenu compte de grandes étapes d'une réorganisation. L'annonce en un, qui ouvre une phase de négociation avec le moment de la fin des négociations qui est une période assez particulière, les notifications s'il y a et les départs effectifs. Voilà, avec cette courbe que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, qui est la courbe du deuil, que l'on constate régulièrement dans ces projets de réorganisation. Alors, c'est des moyennes, donc on ne les constate pas clairement. On constate des courbes de deuil très rapides, des courbes de deuil qui ont commencé plus tôt. Quelqu'un qui a déjà anticipé une réorganisation est déjà en train de construire son deuil et au moment de l'annonce va avoir plutôt l'effet de la notification où on peut reprendre une dimension positive, on peut enfin se projeter dans l'avenir. Donc chacun va à son rythme, mais cette courbe de deuil, elle est toujours là. Et donc à chacune de ces étapes, on a listé les actions au sens un peu très opérationnel de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter l'impact. Avant l'annonce, avec tout le travail que Nathalène a exposé, il nous paraît, enfin non, il est indispensable de prendre un temps avec les dirigeants, les personnes en charge du projet, qui seront en charge de l'annonce, de travailler sur ces sujets pour que leur communication, leur annonce, leur positionnement, leur posture transpire finalement cette notion de culture, cette notion de projet avec un avant, un maintenant et un après. La sensibilisation des dirigeants, elle est clé et de plus en plus, les dirigeants sont vraiment volontaires dans ces actions-là et ça, c'est formidable. On n'en a pas parlé, mais cette phase de Covid aussi a permis une chose qui me paraît de moi très positive, c'est qu'elle a confronté tout le monde à son propre psychique et à la nécessité d'être aligné avec soi-même pour pouvoir être aligné avec son travail. Et alors, ça fait des années qu'on le répète. Et puis finalement, tout le monde le sait un petit peu, mais tout le monde l'applique à soi. Là, tout le monde a pris conscience qu'effectivement, on peut pas travailler si on n'est pas aligné. Et donc, moi, je le perçois hein, dans mes interactions avec des DRH, avec des patrons de boîtes, etc. Depuis le confinement ou un petit peu après. Vraiment, il y a une prise de conscience qui est plus forte et ça, c'est vraiment un point positif. L'étude d'impact, donc pouvoir étudier l'impact que ça va avoir, être en capacité de démontrer effectivement qu'on a bien construit le plan et que l'organisation cible, elle est atteignable avec l'organisation de base et de préparer son plan de prévention. Alors, préparer son plan d'intervention, de prévention, ça veut dire, à un moment, c'est un plan d'action avec quelles cibles, quels enjeux, quels objectifs, quels moyens, quel calendrier. C'est purement de la gestion de projet sur comment on s'assure de mettre toutes les cordes à notre arc de manière à ce qu'on puisse anticiper toutes les situations et qu'il ne puisse pas y avoir des situations graves ou qui est impactantes sur la santé des collaborateurs qui apparaissent. Une fois qu'on a fait ce travail-là, l'annonce arrive, il faut laisser le choc se faire. Il y a évidemment, pour limiter le choc, une action qui est beaucoup utilisée et qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'il y ait des psychologues qui soient là au moment de l'annonce. Ils sont pas là pour être assis à côté. Ils sont là pour conseiller la direction, les managers qui vont prendre l'information, qui sont sollicités par leurs collaborateurs, les personnes qui ont des réactions les plus émotionnelles, les partenaires sociaux qui sont eux dans des situations un peu délicates parce que ils reçoivent l'annonce en tant que salariés, mais ils reçoivent aussi le rôle de devoir protéger les salariés de cette annonce. Et ça, on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet, mais c'est très impactant et ça conditionne énormément les comportements qu'on voit derrière. Parce que c'est une situation d'injonction paradoxale où vous avez vraiment une pression énorme qui vous vient de toutes parts.
et à laquelle vous n'êtes pas préparé en plus, à la différence de la direction qui prépare son projet. Coaching des dirigeants. Donc, pour les IRP, j'en avais parlé, important de travailler avec eux, les groupes de parole, pour qu'on puisse poser les choses. On néglige cet aspect-là, on pense aux salariés, on ne pense pas aux partenaires sociaux, et c'est eux qui en ont le plus besoin, parce qu'ils sont complètement sur le front, ils sont sur la ligne du front. C'est eux qui ont le plus besoin de travailler leurs émotions et la manière dont ils vont gérer les événements. Il faut offrir la possibilité aux collaborateurs de bénéficier d'une écoute, d'un accompagnement avec le médecin du travail, s'il le peut, infirmière sur site, quitte à faire venir un psychologue de temps en temps, un coach. Sur des projets importants, on fait venir de manière régulière psychologues et coachs pour accompagner les salariés, les managers, les dirigeants, les partenaires sociaux, toutes les communautés. Et on va même au-delà des communautés internes à l'entreprise, on va même accompagner les communautés externes, parce que parfois des restructurations ont des impacts très très lourds sur l'écosystème, et on a des familles qui sont impactées, et vraiment on a constaté que c'était très très bénéfique de faire de l'accompagnement de famille. Ça avait pour effet de désamorcer des problèmes très très lourds, très impactants pour les personnes et pour l'organisation, parce que quand une personne se retrouve en incapacité de vivre correctement, elle est également en incapacité de travailler. Des campagnes de sensibilisation, c'est un point, on ne le répète jamais assez, la psychologie est méconnue. Aujourd'hui, on a énormément d'a priori sur le sujet. On parle de stress, d'anxiété, de dépression, sont des sujets soit tabous, soit mal compris. On les prête à certaines personnes et pas à d'autres. On a tous du stress, on a tous des tendances anxieuses, on a tous des tendances dépressives. Et je mets au défi n'importe qui d'être dans les conditions les pires et de ne pas, et donc de voir des facteurs de tendance dépressive se focaliser sur lui et de ne pas faire une dépression. On est tous humains et on a tous la même exposition à ces situations-ci. On vit juste pas tous dans le même environnement avec les mêmes contraintes. Donc la sensibilisation, c'est important. Il faut que tout le monde comprenne le sujet pour être en capacité de protéger les autres et de se protéger soi. Cette période de annonce fin de négo, elle est particulière parce que c'est une sorte de no man's land d'information. On sait que le futur est moins bien, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et personne n'a rien le droit de dire. Donc c'est une période qui est très particulière, très anxiogène. On a beaucoup de troubles du sommeil qui apparaissent, beaucoup de tendances anxieuses, et c'est important de mettre les mots sur les sujets pour que les gens ne prennent pas peur finalement de ce qui est en train de leur arriver, ne se laissent pas emporter par les tendances anxieuses, par le stress, par les tendances dépressives à ce moment-là de l'annonce. Il faut être confiant dans le fait qu'il y a une fin de négo, il va y avoir de la communication, on va savoir. Une fois que les négos sont terminés et qu'on va jusqu'aux notifications, là, il faut rentrer dans une approche beaucoup plus structurée, beaucoup plus projet moins passif mais beaucoup proactive avec la formation des managers, de travailler avec les managers sur le rôle qu'ils vont avoir vis-à-vis de leurs équipes. On peut démarrer avant, c'est assez variable, hein. Une fois de plus, c'est juste une vision, ça ne veut pas dire que c'est la bonne à appliquer telle quelle, c'est une vision, il faut vraiment faire du cas par cas, mais la formation des managers, mobiliser les managers sur leur pratique managériale et le rôle qu'ils vont avoir. On ne le fait pas trop tôt, parce qu'ils sont aussi salariés impactés par la réorganisation. Il faut leur laisser la liberté de prendre le choc, de subir le choc et d'avoir eux-mêmes des émotions. Mais une fois que les choses sont un peu plus structurées, eh bien, on leur rappelle effectivement qu'en plus d'être salariés, ils ont un rôle managérial d'aider les autres. Et c'est pas une formation qui s'apprend. Il n'y a aucune formation qui s'apprend. Le management, c'est une compétence, ça s'apprend. C'est pas de l'inné. Il y a des gens qui ont plus de facilité à l'exercice. En revanche, sur ce sujet particulier, ça déboussole beaucoup de monde et les managers sont très très contents de prendre un temps pour évoquer ces sujets et se sentir beaucoup plus solide, avec beaucoup plus outillés pour gérer la situation. Commission de suivi des risques psychosociaux, paritaire, dans la grande majorité des cas, et puis Nathalie en parlait tout à l'heure, la nécessité d'être transparent, d'avoir un dialogue social serein. Rétex, retour d'expérience. Donc, on a mis des actions, il y a eu des résultats. Quels enseignements on en tire? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est cette logique d'itération. Pilotage via le DURP. Je crois que tout à l'heure, on posait une question du DURP qui était très sensé. Enfin, voilà, le DURP, il est complètement déconnecté du réel du terrain. On sait aujourd'hui réutiliser cette obligation légale en outil de travail. Et les restructurations
avec l'étude d'impact, j'aurais pu le mettre en amont en fait, parce que un des livrables de l'étude d'impact, c'est un DURP à jour. On met le DURP à jour en amont et après on se sert du DURP pour que chacun des facteurs de risque, on le score dans le temps et on le fasse évoluer. C'est un vrai outil de pilotage et il faut s'en servir. Et en plus de ça, ça nous permet d'être en phase avec les obligations légales et de montrer à la directe que effectivement la prévention des risques psychosociaux est bien faite. Une fois que les notifications sont effectives, là, on a une vision de l'organisation cible. On sait qui va partir, qui restera, etc. Et là, on rentre vraiment dans une phase de reconstruction d'une nouvelle organisation. Il y a plein d'actions à mener. Moi, j'ai une action que je vois qui fonctionne bien, c'est les ateliers d'analyse de la pratique. Ça consiste en équipe à se poser un moment et de parler des sujets qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien, que l'on doit mettre en avant, que l'on doit arrêter, etc. Pour faire en sorte que la construction de l'organisation cible, même dans des organisations très structurées où globalement il y a peu de latitude, que tout le monde puisse évoquer la manière dont il va s'adapter à l'organisation cible et créer finalement une organisation à partir des spécificités, des besoins de chaque individu. On n'a pas forcément besoin de bouger l'organigramme, hein, très rarement d'ailleurs, mais on met tout le monde à contribution. Et voilà. Et après les départs, eh bien, on continue parce que c'est jamais les départs, c'est pas le moment de la fin. Hein. Les départs, c'est pas la fin d'une réorganisation. Moi, j'appelle une réorganisation. Enfin, je considère qu'on a récupéré à partir, enfin, que la réorganisation est terminée une fois que les salariés ont retrouvé une habitude dans l'organisation. Donc ça peut prendre du temps, ça va à plusieurs vitesses. Ça, on n'a pas de vision hein, sur la fin réelle, mais on tend vers ça. Et après, il faut aussi laisser la place aux managers pour porter leur rôle. Voilà. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette courbe? Non, je pense que c'est d'autant plus important parce que c'est ainsi qu'on peut définir, enfin, en ayant ces actions-là, qu'on peut définir des actions après d'accompagnement spécifiques de type montée en compétences, de type, et ça c'est important puisque effectivement, un projet de réorganisation peut impacter les compétences, peut impacter effectivement au-delà des risques psychosociaux, peut impacter d'autres dimensions de définition d'interface, de changement d'outils ou de mode de pilotage. Et ce que tu disais sur l'analyse de pratique et sur les rétex, c'est d'autant plus essentiel parce que c'est ça qui permet définir des actions après très opérationnelles pour les collaborateurs, au-delà de ces actions très pragmatiques et nécessaires à l'accompagnement du changement. Ouais. On arrive les 3 dernières minutes pour répondre aux questions. On a des questions. Alors, déjà, les sondages. Donc, merci à tous d'avoir participé. On a posé la question, voyez-vous les troubles psychosociaux augmenter au sein de votre organisation? 15% tout à fait, 21% oui beaucoup, oui un peu 38%, non pas trop 17%, et on a 2% de non pas du tout, 6% qui se retiennent. Voyez-vous des organisations à venir dans votre entreprise? Certainement 48%, une personne sur deux, c'est très fort quand même. Hein. Certainement, probablement 35%, donc on est quasiment à 85-90% de personnes qui disent certainement, probablement, je ne crois pas 12%, pas du tout 6%. Merci pour votre participation à ce rapide jeu. On avait des questions, tu avais noté des questions, Nathalie? Oui, alors dans les questions que moi j'ai notées, il y avait la question de comment motiver les dirigeants à investir dans les vraies politiques de prévention des risques et ne pas se contenter d'une simple réponse à leurs obligations réglementaires. Alors je pense, et là-dessus Camille, tu m'arrêteras, mais qu'on a quand même les derniers temps vu une vraie évolution aussi de cette sensibilisation autour des risques psychosociaux et cette prise de conscience que ça n'était pas un sujet uniquement légal ou réglementaire, en général. Alors après, on peut toujours effectivement. Je pense qu'effectivement, il y a des indicateurs qui parlent. Alors, certains pourraient évoquer les coûts liés à la non-prévention des risques psychosociaux. Moi, je préfère pas forcément évoquer les coûts, même si, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, l'absentéisme, les accidents du travail, la réalité. Hein, il y a des coûts directs et indirects liés aux risques psychosociaux, mais plutôt de mettre que la non prise en compte des risques psychosociaux, c'est être dans une vision très court-termiste. Si on est dans une vision à moyen long terme pour son organisation, on prend forcément en compte la question des risques psychosociaux. Parce que effectivement, à un moment, la pression peut être forte pour une organisation, on peut la justifier dans une question de production, mais si on la maintient à ce rythme-là, eh bien, au bout d'un moment, la santé des collaborateurs est impactée, et par conséquence, on prend le risque de perdre nos talents, de mettre en risque en termes de santé physique et mentale nos collaborateurs, et finalement, je pousse les choses au maximum. Si les personnes
sont en souffrance, eh bien, ils seront plus présents dans l'organisation et ne feront plus la réussite de l'organisation. Donc, je pense que ce discours-là, de plus en plus de dirigeants, de managers et de plus en plus de RH, de représentants du personnel, bref, tout le monde est conscient qu'il faut un équilibre entre ce qu'on appelle la performance économique de l'organisation et sa performance sociale. Et cette recherche constante de l'équilibre, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins difficile de la faire apprécier et à prendre conscience. Après, j'ai eu aussi ce matin, j'étais au téléphone avec un dirigeant sur une organisation multinationale américaine qui m'a demandé pourquoi on faisait tout ça. Donc lui, il est américain, il ne connaît pas la France, il me dit c'est encore un truc de français. Et je lui ai dit, euh, je vais apporter les réponses que tu viens de donner à peu près à Nathalène. Je lui ai dit effectivement, il m'a demandé pourquoi on fait ça. Je lui ai dit, c'est simple. En fait, si le risque est reconnu, si on ne le fait pas, la directe peut suspendre le projet de restructuration. Et donc là, il a arrêté de réfléchir. Il a dit, OK, on se met au travail. Parce que ça, c'est très court-termiste, mais il s'est dit, je ne peux pas me permettre que mon projet prenne encore des délais. Il y a d'autres questions. Comment gérer des RPS depuis des agences basées à l'étranger? Eh bien, le digital, le confinement forcé a fait énormément progresser la digitalisation. Et c'est une problématique qui est propre à beaucoup d'organisations, et notamment avec le confinement, on a des clients, des organisations qui sont dans le secteur aéronautique, dans le transport, dans le fret, etc., où il n'y a juste pas d'activité, donc tout le monde est chez soi, et ils vont apprendre des restructurations depuis leur domicile sans travail. Euh, En fait, tout cela, on peut le faire aujourd'hui avec la technologie à distance, avec des webinaires, avec de la visioconférence individuelle ou collective. Donc, tous ces outils-là que j'ai présentés, on a réussi à les digitaliser pendant cette phase de confinement et de déconfinement. Et donc, aujourd'hui, c'est une adaptation, mais ça fonctionne. Là, c'est vrai que j'ai dit psychologue sur site, mais quand on n'a pas de site, on peut aussi le faire. Voilà. Et à l'étranger et en langue étrangère aussi d'ailleurs, parce que c'est pas un problème français, hein, c'est un problème humain. Et des experts, des professionnels, il y en a qui parlent toutes les langues. Donc, voilà. Comment accompagner les collaborateurs encore en activité partielle? Tu as une réponse ou tu avais une question qui t'intéressait, Nathalie? Oui, ben justement, pour revenir sur cette question-là qui est clé, hein, c'est la question des personnes en activité partielle et il faut trouver le juste équilibre. Et je sais bien que dans certaines organisations, il a été rappelé qu'on ne pouvait pas contacter les gens en activité partielle. En tout cas, qu'il fallait respecter le fait qu'ils ne devaient pas travailler. Mais ne pas travailler ne veut pas dire plus de contact avec l'organisation. Et ça, c'est essentiel, c'est qu'il faut absolument maintenir le lien avec les collaborateurs en activité partielle. On peut tout à fait prendre des nouvelles de son collaborateur ou prendre des nouvelles de son collègue aussi, je tiens à le dire, c'est pas forcément uniquement managérial, sans effectivement mettre en risque le respect du cadre légal qui est le fait que la personne n'a pas à travailler. Mais le plus difficile, et notamment parce que, et j'en témoignais tout à l'heure en disant qu'il y a des clients qui me préviennent qu'il y a aujourd'hui des collaborateurs qui ont du mal à revenir au travail, qui refusent de revenir au travail, soit parce qu'ils ont peur, mais soit aussi parce qu'à un moment, ils se sont sentis, on parle de reconnaissance, mais déconsidérés, parce qu'en activité partielle, ils n'ont plus de nouvelles de leur employeur, de leur manager, de leurs collègues. Donc, accompagner les collaborateurs en activité partielle, la première chose, c'est effectivement prendre de ces nouvelles. Deuxième chose, c'est leur donner de la visibilité ou en tout cas de la lisibilité à minima sur ce qu'on a comme information et les communiquer régulièrement sur quand est-ce qu'on perçoit une sortie d'activité partielle, ou en tout cas quand est-ce que c'est envisageable. Et si à un moment elle est envisagée cette reprise, l'entretien de reprise d'activité est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut déjà prendre le temps de recevoir de la personne, même si c'est par un échange téléphonique, et de factuellement expliquer comment va se prendre cette reprise-là. En tout cas, ne surtout pas rompre le lien avec les collaborateurs. Ouais, j'ai une question importante que Thomas a posée. Comment interpréter aucune communication de notre direction sur un éventuel plan de réorganisation? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Faut détecter les signaux. J'ai beaucoup de situations. Nous, on est prévenus en avance on signe des accords de confidentialité, justement pour préparer l'impact. Et c'est une des grosses difficultés de beaucoup de dirigeants empathiques que je rencontre, de se dire mais j'aimerais leur dire, et en fait on trouve ce qu'ils font généralement, c'est de diffuser des messages négatifs sur l'économie,
la situation économique, de communiquer sur la situation économique de l'entreprise au maximum pour que tout le monde sache qu'effectivement la situation économique n'est pas favorable, pour préparer au maximum, s'il y a un plan qui est en cours de préparation, l'annonce auprès des partenaires sociaux. Généralement, c'est ce que je vois. Malheureusement, une direction ne peut pas évoquer le sujet avant que tout soit prêt, parce qu'il y a des règles en France très strictes sur la manière de mener des réorganisations et on ne peut pas communiquer en amont. Il y avait aussi… Vous pouvez spécifier les risques psychosociaux pour membres du CSE. Alors, c'est toujours qu'effectivement, on le fait par unité de travail et qu'il est rare qu'on fasse unité de travail CSE. Pour autant, et de retour d'expérience, nous avons pu mettre en commentaire ou en tout cas spécifier des populations plus à risque sur certains facteurs, notamment liés à l'exigence émotionnelle, parce que portant beaucoup de la colère des salariés, je lisais tout à l'heure, ou en tout cas les appréhensions des salariés, et notamment en période de réorganisation. Et c'est pour ça que je le dis, effectivement, sur des populations RH ou CSE, il a pu nous arriver dans des documents uniques avec des clients de l'écrire et de l'inscrire comme étant une population plus à risque. De spécifier que c'est des populations sur lesquelles il y avait des actions spécifiques à engager. Ouais, nous, je l'ai vu aussi, on a mis en avant le fait que les partenaires sociaux allaient avoir une position particulière et qu'on dédiait des actions spécifiques pour eux parce que voilà. Écoutez, on a dépassé le temps, hein, on a continué de répondre aux questions. Donc, merci à tous d'être présents. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je suis absolument navré, il y avait beaucoup de questions. Merci pour votre participation, merci pour votre présence. N'hésitez pas à nous faire un feedback sur votre perception de ce webinaire, sur nos axes de progrès aussi, parce que on a envie de progresser. Et puis une fois de plus, merci à tous. Et si vous avez des questions super importantes, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous par ailleurs et on essaiera de vous apporter toutes les réponses. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à tous. Bonne journée.